Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence à cette troisième conférence sur une étude suivie d'une œuvre du Rav Sachs, celle-ci qui s'appelle To Heal a Fractured World, réparer un monde brisé. On est à la troisième séance avec toujours autour de monde au Café des Psaumes et on est très très heureux, vraiment. Encore merci beaucoup pour votre accueil. Merci à Michael. Et comme l'a dit très justement Liliane, sans qui ces événements n'auraient pas lieu, qui est mon binôme de choc. On le fait donc en partenariat avec le Café des Psaumes, parce que le Café des Psaumes, c'est un lieu qui a une âme toute particulière en termes de transmission. Et c'était vraiment le lieu idéal, justement, pour transmettre la pensée si vive, si intense du Rav Sachs. Alors, comme on vous l'a dit, cette soirée est dédiée à la mémoire de Marie Grindel, qui était notre grande cousine. Alors, mon père est là, ma mère, une cousine, Sylvie dans le fond, Véronique Chemla, une grande amie de Marie. Et Marie, c'était une femme très très spéciale, et qui est donc décédée il y a 2 mois de cela. Alors, je suis très heureuse d'animer cette conférence avec Micha, qui est entre autres psychanalyste, parce que Marie était psychanalyste. Elle venait d'une famille juive polonaise, pas très, elle n'avait pas reçu beaucoup d'éducation, mais avec énormément de valeurs humaines et morales qui l'ont animée tout au long de sa vie. Elle a été enfant cachée, elle était l'aînée d'une fratrie de 3 filles, et elle a eu de lourdes responsabilités toute jeune, dès l'âge de 12 ans. Elle a démarré un peu en bas de l'échelle, et elle avait toujours une très très grande appétence pour tout ce qui concerne la connaissance, et elle était familière de tous les cercles de conférences, notamment le cercle Bernard Lazare, présidé par Joël Rochat, qui était aussi un de ses grands amis et que je salue ce soir et que je remercie de sa venue. Donc Marie, elle était structurellement révoltée par toutes les injustices, et donc elle s'était faite un peu toute seule, et c'était assez extraordinaire parce que jusqu'à la fin de sa vie, elle continuait à aller dans des conférences, elle continuait à apprendre. À la Fort du Poignet, elle était devenue comptable, elle avait notamment travaillé pendant un certain temps avec Karl Lagerfeld. Elle était très très fière d'avoir connu cet homme, et avec les années, elle était très férue de psychanalyse, et elle est devenue psychanalyste. Elle était très attachée à Israël, c'était une grande défenseuse de l'État d'Israël. Elle n'hésitait pas à prendre parti, même contre sa propre sécurité physique dans certaines conférences. C'était une femme très 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 courageuse, très aimante, et je suis très heureuse et touchée de saluer sa mémoire ce soir. Et j'ai même du mal à dire qu'elle n'est plus là, tant elle nous a, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir connue, tant elle nous a marqué. Son amie Véronique Chemla rappelait entre autres dans l'hommage qu'elle lui a rendu le jour de son enterrement, qu'elle était aussi une grande marcheuse. Elle marchait dans sa tête, elle marchait dans son corps, et elle a fait les voyages du KKL jusqu'à 82 ans, et elle tempêtait contre les organisateurs qui ne la laissaient pas faire ces voyages-là. Et donc c'était une femme qui était en mouvement toute sa vie. Et c'est la raison pour laquelle aussi je trouve que son parcours très vivant a des échos dans le parcours du Rav Sachs, qui lui aussi jusqu'à la fin de sa vie a toujours été dans une recherche très forte de donner au monde ce que l'identité juive a de mieux à offrir, non seulement pour les juifs eux-mêmes, la communauté juive. Il a ravivé la communauté juive en Angleterre, littéralement, et il a aussi offert au monde une vision de la moralité, de la responsabilité qui nous porte encore aujourd'hui. Et c'est dire l'intérêt que sa vision, parce que c'est au-delà de ses écrits que sa vision a aujourd'hui. Votre présence en atteste, et je vous en remercie. Alors, le sujet de cette conférence, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis avocat. Alors, je vais parler sous le contrôle de mes parents qui sont avocats, mais de Alain Suffron qui est magistrat. Et donc, on va aborder des notions qui sont très chères au Rav Sachs,
qui sont les notions de justice versus la vision de la posture de l'homme face à la justice, et notamment de la posture victimaire, contre laquelle il s'est beaucoup insurgé et qui pour lui n'est pas une vision juive. Et je vais m'en expliquer. Et cette question de la victime, c'est vraiment une question qui innerve le droit, qui innerve la justice. Alors, c'est pas besoin de vous rappeler un petit peu tout ce qui agite le monde. Alors, sur le plan de la sphère privée, il y a eu tout le mouvement #MeToo, donc la libération de la parole de la femme. Et donc, on a commencé à parler des femmes de plus en plus comme étant des victimes. Alors, victimes de harcèlement, victimes de violences conjugales, etc. Donc, il y a eu pour moi, en tout cas personnellement, et ce sera l'occasion d'un débat parce que vous verrez que j'ai une vision pas tout à fait politiquement correcte sur ces sujets-là. Et le Rav Sachs non plus, d'ailleurs. Et je pense Micha non plus, d'ailleurs. Donc, on aura matière à échanger. Mais disons que cette notion de victime, elle est accolée quasiment à n'importe quel justiciable qui entre en procédure. Et c'est dérangeant sur le plan non seulement du mot lui-même, de l'étymologie, mais parce qu'aussi il enferme beaucoup la personne, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et au niveau de la justice, vous avez aussi eu tous ces grands procès contre le terrorisme, les procès du Bataclan, les procès de Charlie Hebdo, les procès de l'Hypercacher, où là aussi on a attendu des victimes, et là pour le coup des victimes du terrorisme. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu quasiment structurel, on va dire, de l'identité du justiciable lambda aujourd'hui, cette identité victimaire. Et Micha, qui est, bon, je vais présenter Micha, parce que je pense que vous le connaissez tous, mais je le présente. Donc Michel Gad-Volkovitch, Micha pour les intimes, est psychanalyste et professeur en psychopathologie et éminent, et il a fondé un mouvement. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est bien plus qu'une association, c'est un réseau, c'est un collectif, voilà, un collectif d'experts large qui discutent de tous les sujets de société, de psychanalyse, qui s'appelle L'actualité de Freud, Chibolette. Et cette question de la position de la victime, Micha, tu l'as abordée avec différents prismes, et tu m'as fait l'honneur de me proposer d'intervenir à la dernière conférence qui parlait justement de l'emprise et de la notion d'emprise et de harcèlement, et c'était d'ailleurs tout à fait intéressant. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voyager avec moi, avec nous, dans la pensée du Rav Sachs, et aussi comme une forme de continuité pour celles et ceux qui étaient déjà là aux deux premières conférences. La première conférence qui a traité des niveaux de responsabilité, je remercie d'ailleurs Isabelle Hoffman-Berry ici présente, qui a merveilleusement interagi avec Anna Revin sur ces questions-là, avec sa vision d'universitaire et de chercheuse en sociologie, qui nous a rappelé les références que citait le Rav Sachs et celles qu'il ne citait pas. Pourquoi? Alors d'ailleurs, ce sera une question que je te poserai, Micha. Pourquoi le Rav Sachs, sur le plan de la psychologie moderne, choisit telle voie de la psychologie moderne et il en écarte telle autre? En tout cas, ton sentiment sur cette question-là, parce que précisément, on l'avait abordé avec Isabelle et c'était passionnant. La deuxième séance, qui était aussi dans cette continuité-là, c'était sur la cancel culture, avec Raphaël Amselem et un philosophe, Pierre Vesperini, sur la culture de la honte, sur la culture de la responsabilité. Donc, vous voyez, tout ça, ça formait déjà un tout très cohérent entre les deux conférences. Et il me semble que le thème qu'on va aborder ce soir aussi va donner encore plus de contours à ce qui a été dit à l'occasion des deux premières conférences. Alors, sans transition, vous le savez peut-être, Micha a présidé donc un livre sur l'affaire Sarah Halimi, de témoignages de plus de 250 personnalités. Il y en avait un autre avant, mais qui était un livre. Voilà. Ouais. Ça marche. Oui, donc juste une précision. On a fait à quelques-uns, dont certains sont ici, un livre sur l'affaire Halimi ou l'éradication du sujet, qui était un livre d'analyse de l'affaire avec des spécialistes de champs différents. Et là, on vient de refaire un livre, effectivement, avec 250 témoignages sur la pensée des uns et des autres sur cette affaire, qui est beaucoup plus grand public, qui va être public dans 15 jours peut-être. Alors, on abordera, si tu veux bien,
cette affaire dont on a déjà beaucoup parlé, mais en essayant d'être assez proche, on va dire, pas de coller forcément, parce que l'idée n'est pas non plus l'objet de ces conférences, c'est pas non plus d'être enfermé. C'est pas du tout une pensée fermée, bien au contraire, elle se déploie magnifiquement, mais pas simplement de parler de la pensée du Rav Sachs, mais d'en faire en fait un support pour une réflexion et un échange. Donc le Rav Sachs sur l'antisémitisme, il faut savoir qu'en dehors du fait qu'il était grand rabbin d'Angleterre pendant plus de 20 ans et qu'il était lord, lorsqu'il intervenait à la Chambre des Lords, c'était un grand défenseur de l'État d'Israël. Et notamment quelques années avant sa mort, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, il y avait un énergumène, Jérémy Corbyn, qui était extrêmement antisémite, et que la société anglaise, tout comme la société française, a malheureusement des déviances antisémites dont elle ne se cache absolument pas. Et le Rav Sachs a eu des propos extrêmement fermes pour défendre le peuple juif et pour défendre l'État d'Israël. Et entre autres, quand il parle de l'antisémitisme, il dit comment est-ce qu'on peut croire aux absurdités que charrie l'antisémitisme et sa version moderne, l'antisionisme. Alors, c'est un sujet vaste et complexe sur lequel Micha reviendra certainement. Et le rabbin Sachs a écrit un livre en anglais, pour ceux qui lisent en anglais, qui s'appelle Future Tense. Et une des explications qu'il donne est la suivante, c'est que lorsque des mauvaises choses surviennent dans un groupe, ces membres peuvent poser l'une des deux questions suivantes. Qu'avons-nous fait de mal ou qui nous a fait ça ? Le sort du groupe dépendra de la question qu'il choisira. Si le groupe se demande « qu'avons-nous fait de mal ?», il entame un processus d'autocritique essentiel à une société libre et démocratique. Par contre, s'il se demande qui nous a fait ça, il se définit d'emblée en tant que victime. Et il cherche donc ensuite un bouc émissaire pour blâmer tous ses problèmes. Et les Juifs, comme on le sait, ont été classiquement choisis. Et il dit... Et là aussi, tu y reviendras sans aucun doute, Micha, que l'antisémitisme est pour lui une forme d'échec cognitif, global, sociétal, et qui se produit lorsque des groupes sentent que leur monde est en train de s'effondrer. Alors le Rav Sachs a beaucoup parlé de la politique de l'espoir, et il dit que l'antisémitisme se produit lorsque la politique de l'espoir laisse place à la politique de la peur, et cette politique de la peur qui devient après la politique de la haine, et que ça a donc un effet réducteur de simplifier des situations complexes. Il continue en disant, parce qu'il n'a pas du tout une vision judéo-juive, communautariste, au contraire, il explique donc, est-ce qu'on sait que la haine qui commence par les Juifs ne se termine jamais par les Juifs. Les Juifs ne sont que secondaires dans l'antisémitisme. Il s'agit principalement de l'incapacité des groupes à accepter la responsabilité de leurs propres échecs et leur incapacité à construire leur propre avenir par l'effort. Voilà. Aucune société n'ayant adopté l'antisémitisme n'a jamais pu maintenir la liberté, les droits de l'homme ou la liberté religieuse. Chaque société, mue par la haine, commence par vouloir détruire ses ennemis, mais elle finit par se détruire lui-même. Donc le Rav Sachs utilise, en tout cas se saisit de l'archétype de l'antisémitisme pour expliquer à quel point le fait de se poser en victime peut être quelque chose de délétère sur un plan. Alors là, il le déploie au niveau de l'antisémitisme sur un plan collectif, mais après, donc, il va venir donc, à une vision plus individuelle. Et en contre-champ de cette posture victimaire, il va parler dans son livre, donc To Heal a Fractured World, de la figure de Job. Alors, je pense que tous ici présents, vous savez qui était Job. Ah, c'est trop fort ? Ouais, d'accord. C'est trop fort ? Ça vous fait mal aux oreilles ? Non, d'accord, ok. Donc, Job était un homme qui était béni de Dieu, qui était extrêmement riche, qui avait une très belle famille, des enfants. Et c'est un livre assez spécial, assez mystérieux, dit le Rav Sachs, parce qu'il y a un moment, une sorte de dialogue entre le Satan et Dieu, qui dit, cet homme, il a tout, peut-être que tu le mets à l'épreuve et tu lui enlèves. Et donc, l'histoire de Job, qui est un livre très, très important, et on n'a pas assez de temps pour y venir dans le détail, mais c'est un livre assez troublant, puisqu'il y a une sorte de... Oui. C'était juste dans le fond sur le canapé. Je t'en prie. Donc, ça commence par une sorte d'image assez idyllique, et on rentre après dans une sorte de processus de déréliction, où tout s'écroule pour cet homme dans sa vie. Et l'épilogue, c'est que tout se reconstruit, il retrouve sa richesse, il a d'autres enfants,
et une sorte de happy end. Et pour le Rav Sachs, cette figure de Job, qui est une figure très, très, très troublante, n'est pas du tout la figure qu'on veut bien en avoir. C'est-à-dire cette image qu'on peut d'ailleurs parfois associer au peuple juif, d'un peuple qui enchaîne souffrance sur souffrance, dans une sorte d'inexplicable, avec une absence de grille de lecture, et qui est confronté au non-sens de l'existence. Il dit que Job, c'est beaucoup plus fort que ça. Parce que chapitre après chapitre, Job va exprimer des plaintes et rejeter, je ne sais pas pour ceux qui ont lu Job, mais voilà, je vous invite à le lire parce que c'est très beau. Il a trois très bons amis, qui viennent le voir et qui essayent de le réconforter. Il va rejeter les paroles réconfortantes de ses amis. Et finalement, sans crier gare, Dieu va lui apparaître. Et au lieu de lui donner des réponses à ses questions, Dieu va poser pendant 4 chapitres, va échanger en fait avec Job sur les questions et lui dire je ne peux pas répondre à tes questions. Et suite à cette apparition de Dieu, malgré le fait que Dieu ne va pas répondre à ces questions, il va trouver la force de continuer. Alors, le Rav Sachs pose la question, il dit mais de quoi nous parle ce livre? On a l'impression que Job, en quelque sorte, c'est la figure de la super victime. Et la super victime qui se pose en victime et pour lequel le monde, Dieu n'a aucune réponse à apporter et aucune consolation possible. Mais le Rav Sachs dit que si on lit plus attentivement le livre de Job, on se rend compte que Job se plaint, peut-être certes, mais il ne cherche pas à être déchargé de ses responsabilités. Ce qu'il cherche, c'est en fait une oreille attentive. À la différence de ses amis qui voulaient le réconforter, il ne croit pas que chaque souffrance humaine, c'est ce que ses amis essayent de lui faire dire pour apaiser ses souffrances, qu'il n'y a pas une explication qu'on puisse comprendre à ces souffrances, ce sera toujours au-delà de la compréhension humaine. Et en fait, alors la question qui se pose, c'est dans tout ce dialogue en fait, qui semble être une plainte continue de Job, qu'est-ce qui est dit exactement? Eh bien, le Rav Sachs, en fait la grille de lecture du Rav Sachs, c'est que Job, il désirait autre chose. Il voulait une confirmation que sa détresse était connue de Dieu et que ses paroles étaient entendues. Et en fait, ce qu'il a découvert au cœur de la tempête, et c'est a priori, c'était ça sa recherche, pas d'être dans la plainte, pas de se poser en victime, c'était que Dieu l'écoute. Et que ce faisant, Dieu l'ayant écouté, ça a apaisé sa plainte et il a conçu l'idée que l'univers n'était pas sourd à ses pleurs et que Dieu avait une sorte de présence éternelle au cœur de l'existence, pouvait pénétrer un cœur brisé et le restaurer, même si on ne comprenait pas le pourquoi du comment. Et ce qui est très beau dans ce que dit le Rav Sachs, il dit qu'en fait, à travers sa demande d'être écouté par Dieu, c'est comme ça que Job s'affirme. Il ne s'affirme pas en tant que victime, c'est pas l'homme de la plainte, c'est pas l'homme du désespoir, mais c'est l'homme qui est en recherche d'une écoute de Dieu. Et l'écoute, comme dit le Rav Sachs, c'est vraiment spécifique au peuple juif. D'ailleurs, le schéma Israël, qui est la prière que tout le monde connaît, qu'on soit pratiquant ou pas, puisqu'on a parlé de Marie, c'est la prière aussi qu'on récite sur son lit de mort. C'est une prière qu'on récite 2 fois par jour pour ceux qui prient. Donc c'est vraiment une prière structurelle. Et donc c'est vraiment une injonction, c'est-à-dire schéma, écoute. Et l'écoute, dit le Rav Sachs, c'est précisément l'inverse de la vue. La vue, c'est ce qui nous est donné à voir sans grille de lecture, de manière brute. Alors que l'écoute, c'est une vision du monde qui est beaucoup plus raffinée et qui demande à être travaillée. Et c'est ce que Job dit. Et pour revenir à notre idée du jour, c'est-à-dire où est, ça veut dire la victimisation versus la justice de Dieu, il dit la chose suivante, à la fin du livre de Job, qui kol od nishmati bi veruach Elohai be'api im tedaberna sefatai avela. Tant que j'aurai la force de respirer et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne diront pas d'injustice. Donc en fait, c'est ça, la conclusion de Job, c'est il a été écouté et c'est ça qui lui a apporté consolation, plus encore à la limite que de retrouver une famille, des enfants et de la richesse. Et le Rav Sachs dit que ça, c'est vraiment en fait l'intimité
du lien de Dieu avec l'homme. On le voit à plusieurs reprises dans la Torah. Il écoute ceux qui sont ignorés. L'écoute est tellement importante qu'on voit même que le jour de Kippour ou de Rosh Hashanah, on lit, vous allez me rattraper, Norbert peut-être, on lit la partie avec Ishmaël. C'est à Kippour. C'est à Kippour qu'on lit la partie, le passage de la Torah, ou à Ga, c'est à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah. Voilà. Donc à Rosh Hashanah, qui est le nouvel an, le jour de la justice, on nous parle pas alors, on parle évidemment du sacrifice d'Isaac, mais on parle aussi de cet épisode du fils aîné d'Abraham Ismaël qui est chassé avec sa mère Agar. Et il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais notamment l'explication du Rav Saks, c'est de dire pourquoi cet épisode-là, pourquoi Rosh Hashanah? Est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir une figure biblique plus inspirante que celle d'Ismaël, qui est quand même un petit peu polémique? Et en fait, Ishmaël, il est expulsé de chez lui, il est dans sa souffrance de fils qui est chassé avec sa mère. Et l'idée, en fait, à Rosh Hashanah qui doit prédominer, c'est que nous, on doit écouter avec le shofar, mais c'est aussi Dieu qui nous écoute. Pareil, on voit avec Rachel, avec Hannah, avec Léa, les femmes qui étaient en manque d'enfants, on dit Dieu les a écoutées. De même que Dieu, on dit qu'il a écouté la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. De même que le roi David, quand il écrit le livre des psaumes, tout le temps revient cette notion d'écoute, que Dieu écoute ses émotions, ses pleurs, etc. Donc, on a déjà, vous voyez, on voyage dans la pensée du Rav Saks, c'est que pour se sortir de cette posture victimaire, la figure de Job, donc en ce sens, est extrêmement inspirante. Il faut passer par la dimension de l'écoute, et l'écoute qui nous donne accès à une vision beaucoup plus fine et plus intime de ce qui nous arrive, et avec quelque chose qui dépasse la question du pourquoi ces malheurs m'arrivent. C'est un niveau supérieur, c'est comme rentrer dans un dialogue intime avec Dieu, qui donc dépasserait ces questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc ça, c'est la partie sur la victimisation. Et je vous invite, alors, si vous êtes passionné comme moi par le Rav Saks, à Part We the Fracture World, il a écrit un très beau livre qui s'appelle, alors pardonnez-moi mon accent, qui s'appelle The Home We Build Together, la maison que nous construisons ensemble. Et dans ce livre-là, il a tout un chapitre qui traite des victimes. Et il dit justement qu'il y a une vision qui est pathologique, une différence entre la vision de la victime et une vision qui n'est pas pathologique. Et pour sortir de la vision, pour lui la vision pathologique, c'est précisément l'antisémitisme, et la vision qui ne serait pas pathologique, elle est pour lui notamment incarnée par Job. Voilà, mais je vous enverrai si vous voulez des références là-dessus, mais continuons. Donc, ce qui soucie beaucoup donc, le Rav Saks, c'est donc comment est-ce qu'on passe de cet état où on se sent comme étant une victime à une dimension, on va dire, supérieure. Donc là, on a un premier niveau avec l'histoire de Job et cette dimension de l'écoute. Et là, on va passer donc à une autre dimension, encore plus fine, très intéressante, qui est de la transformation de la souffrance. Alors, Micha nous en parlera, parce que c'est quand même le rôle du psychanalyste. Alors, d'une certaine manière, l'avocat et le psychanalyste ont un peu la même fonction, un juge peut-être aussi, mais on en parlera là aussi, parce que l'espace de la justice est souvent pas assez important, peut-être pour réparer les gens, mais les gens cherchent, comment dire, à transfigurer, on va dire, leur souffrance quand ils vont se confier, quand ils rentrent dans une cure psychanalytique ou qu'ils entament quelques psychothérapies que ce soit. Mais un avocat aussi, les gens dans un premier temps viennent aussi avec leur paquet de souffrance. Et souvent, ce qui est très, très intéressant, c'est que l'avocat, en fait, il a une vision pragmatique du réel. Ça veut dire il s'accroche au réel, il demande... Et les gens, souvent, confondent l'avocat et le psychanalyste. Et d'ailleurs, une des questions qui perturbe le plus les personnes parfois qu'on reçoit, qui soient face à des drames ou des procédures moins importantes,
tout est une question de, comment dire, c'est chacun avec ce qu'il vit. Mais une question qui déroute beaucoup les gens, c'est quand on leur pose, donc voilà, quand on leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Voilà, vous m'avez raconté tout ça, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Et alors ça déroute à chaque fois. Les gens ne savent pas. Et ils demandent, en fait, c'est assez impressionnant, parce qu'il y a un premier mouvement qui est très général, hein, que je peux constater, je ne vais pas faire des pourcentages, mais près de 80% des gens que je reçois, et ben en fait, ils vont interroger l'avocat, comme s'ils se déchargeaient sur l'avocat, sur le chemin que doit prendre leur vie. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils sont dans des procédures qui a trait, alors c'est pas simplement dans le pénal, mais même en droit de la famille, même en droit du travail, les gens vous disent « je mets ma vie entre vos mains ». Oui, donc alors c'est très lourd, c'est très chargé, mais ça dit aussi la difficulté à penser sa posture, sa problématique, en fait, dans le narratif que vous déploient les gens. Il y a ce premier niveau qui est « je subis ça, je suis victime », et il y a le second niveau de « qu'est-ce que vous faites de ça ?» Eh bien, il y a un impensé. Et donc, un psychanalyste, on sait qu'on va le voir pour ça, mais un avocat, c'est des fois très, très déroutant. Et souvent, il faut avoir la distance nécessaire pour dire, regardez, moi, je vous offre une stratégie procédurale, je vous invite à y réfléchir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'exerce mon métier. Et après, quand vous aurez bien digéré toutes les informations que je vous ai données, vous me dites, si vous êtes prêt, on y va. Si vous n'êtes pas prêt, on ne fait pas. Mais en aucun cas, je m'arroge ce droit ou cette liberté discrétionnaire d'engager les gens dans un chemin qu'ils n'ont pas choisi. Donc, le Rav Sachs, nous, ici, donc, il va nous aider à penser cette dimension de comment est-ce qu'on transforme la souffrance. Donc, on a vu donc, la dimension de l'écoute avec Job, et il dit, en fait, il faut penser, alors, sur la dimension de la justice, il faut la penser en termes de réciprocité. Et là, c'est vraiment quelque chose, comme on dit en hébreu, un chidouche, quelque chose de complètement novateur. Parce que vous voyez, il y a des textes, qu'on comprenne le texte de la Torah ou qu'on ne le comprenne pas, il y a des choses qu'on connaît par cœur, vous voyez. C'est alors le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tout le monde connaît ça. « Ve'afta l'ereacha kamocha », c'est quelque chose, voilà, c'est rentré notamment dans le christianisme très puissamment, mais voilà. Sauf qu'on oublie qu'avant cette assertion, cette invitation, là aussi, forme d'injonction, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le verset dans la Torah ne dit pas de manière brute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une introduction à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est dans le 3e livre de la Torah, Vaïkra le Lévitique, au chapitre 19, verset 18, vous pourrez le voir. L'introduction à Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est Lotikom ve'lotitor et bene amecha ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Et regardez comme c'est incroyable. C'est vraiment c'est précisément ce qui agite notre société actuelle sur la dimension de la justice. Donc, que nous dit le texte de la Torah? La Torah ne nous dit pas « aime ton prochain comme toi-même », comme quelque chose d'angélique, bisounours, aimons-nous les uns les autres. Elle commence en disant « ne te venge pas, ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais, c'est-à-dire le ve'afta l'ereacha kamocha, c'est une sorte de mais aime ton prochain comme toi-même, je suis Dieu ». Ce qui veut dire que le texte de la Torah connaît très bien la dimension humaine, en quelque sorte. C'est que ce qui anime l'homme, on va dire assez spontanément, naturellement, c'est plus une dimension, en fait, c'est pas de rechercher le lien avec l'autre, c'est plus la dimension de la vengeance. Et c'est pour ça que le Rav Sachs dit que souvent les gens, il y a une grande confusion qui repose en deux idées que sont le châtiment et la vengeance. La confusion, elle réduit notre capacité à penser clairement un problème auquel nous sommes confrontés. Et lorsqu'elle a fait le langage, il dit, ça devient un handicap collectif. Aujourd'hui, le mot châtiment, condamnation est devenu tellement entaché qu'il est difficile de l'utiliser sans susciter d'émotion. Donc, la Torah, ce verset de la Torah, que nous dit-il? Il nous dit que pour ce qui est une sorte de justice, d'équilibre dans la société, entre les hommes, d'abord on échappe à la dimension de la vengeance, et ce n'est qu'à ce prix-là, ce travail-là, qu'on peut peut-être arriver à une dimension supérieure qui est
d'aimer l'autre comme soi-même. C'est-à-dire que d'abord, il faut, ce que dit le Rav Sachs, c'est le premier mouvement de l'esprit et de l'être, c'est d'échapper à la dimension de la justice comme étant une vision de vengeance. Et ça, on y reviendra un peu sur ce qui se passe sur le plan un peu sociétal aujourd'hui. On parle beaucoup de justice populaire, on parle de justice médiatique, on parle de l'échec de la procédure pénale, des plaintes qui n'aboutissent pas, qui sont classées sans suite, des femmes qui vont sur les réseaux sociaux, notamment, vous voyez, je fais une aparté, mais c'est quelque chose dont... Voilà, l'affaire PPDA. L'affaire PPDA, c'est des plaintes de presque maintenant centaines de femmes. Il y a 2 livres ou 3 livres qui ont été écrits. J'ai eu l'occasion notamment d'animer une conférence au ministère des Armées avec une des plaignantes qui, elle, n'a pas été violée par PPDA, qui a résisté. Et donc, elles sont toutes allées sur le plateau de Mediapart pour dire, voilà, PPDA, c'est terrible, c'est inadmissible, ce que TF1 a accepté pendant des années, etc. Sauf que, et ça aussi je viendrai parce que c'est une question extrêmement importante, afférente à la justice, c'est la question de la prescription. Voyez, donc, la prescription, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut saisir la justice pour dire j'ai souffert de quelque chose. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup avoir ton avis, Micha, c'est la question de l'amnésie traumatique. On en parle beaucoup, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, avec les maltraitances sexuelles sur les enfants, le juge Durand, qui est un juge des enfants qui est extrêmement courageux, qui a créé une commission qui s'appelle la Civis, qui va dans la France entière, et toutes les personnes qui ont subi des incestes, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, j'ai des clients, ils vont voir le juge Durand, ils racontent leur histoire. Peu importe que les faits soient prescrits ou pas. Donc ça aussi, on parlera de justice restaurative. Mais tout ça pour vous dire que cette dimension dont parle la Torah, le texte de la Torah, et que tente d'expliciter avec le maximum de justesse le Rav Sachs, est vraiment, vraiment actuelle. C'est-à-dire que la Torah nous enjoint d'abord de résister à l'esprit de vengeance, de dire la vengeance, c'est pas la justice, et que la justice, c'est quoi? La justice, c'est une vision de la réciprocité. C'est ça que ça veut dire Ve'ahavta l'iracha kamocha. Ça ne veut pas dire tu vas aimer dans le sens un amour sans limite, sans frein. Non, tu vas aimer l'autre comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire le comme toi? Ça induit la notion de réciprocité. Alors, avant que ça n'apparaisse donc dans le livre du Lévitique, il dit mais cette notion d'échapper à la vision de la vengeance, ça apparaît où? Alors il dit ça apparaît en premier dans l'épisode de Noé après le déluge. Et que nous dit le texte? Il nous dit chauffer d'âme à Adam. Alors écoutez bien parce qu'il y a une musique dans le texte. Même si vous ne comprenez pas l'hébreu, vous allez voir même en français, vous allez comprendre le chiasme contenu donc dans la structure littéraire du Passouk. Chauffer d'âme à Adam, ba Adam damo ishafer, ki betzelem Elohim, asa et Adam. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Vous voyez cette phrase, en termes donc de construction littéraire, c'est un chiasme, A, B, C, C, B, A, et c'est pas un hasard, parce que le Rav Sachs nous dit que ce verset-là de la Torah, la forme reflète son contenu. Que nous dit-il? Il nous dit que la deuxième moitié de la phrase est le reflet de la première. La deuxième partie de la phrase, c'est parce que tu es à l'image de Dieu. Donc il décrit un monde dans lequel ce qui vous arrive est l'image reflétée dans le miroir de vos actions. C'est la justice décrit, comme on dit, mida keneged mida, aïn tachataïm, œil pour œil, dent pour dent, mesure pour mesure. Vous serez traité de la même manière avec laquelle vous traitez les gens. Donc ça aussi, ça a été extrêmement mal interprété par les nations en disant oui, le peuple juif c'est un peuple vengeur, sauf que cette dimension, c'est, alors moi qui ai la chance aussi de faire beaucoup de préjudice corporel, c'est vraiment là aussi cette notion de réparation qu'on voit dans le Talmud, notamment qui est plus explicitée, c'est pas du tout une vision vengeresse, c'est vraiment une vision réparatrice. Que vaut la perte d'un œil? Que vaut la perte d'une jambe? Que vaut la perte d'un animal? Donc ça, c'est vraiment la vision réparatrice de la Torah. Et je vous dis d'ailleurs, entre parenthèses, pour revenir à une vision un peu sociétale, c'est que dès qu'on rentre un peu, et là on aura peut-être l'occasion d'en parler, dès qu'on rentre dans une vision un peu complexe de la justice,
ça n'intéresse plus personne. On aime... Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a Emmanuel Carrère, qui est un écrivain connu, reconnu, qui a assisté à tous les procès du 13 novembre. Il a écrit un livre très fort qui s'appelle V13. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre très puissant et qui met justement en lumière les victimes du terrorisme, notamment les parents. Donc, et les avocats aussi d'ailleurs. Comment les avocats ont réussi à faire parler Salah Abdeslam, etc. Et il y a un autre livre qui a été écrit, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Le prix de nos larmes. J'ai oublié le nom de l'auteur, vous voyez, c'est vous dire. C'est un journaliste qui s'appelle Mathieu, bon, j'ai oublié son nom. Et alors là, c'est très intéressant. Vous voyez, pour le procès du Bataclan, vous aviez dans l'ancien palais de justice, donc à Cité, ils ont fait une sorte de tente énorme, c'est ça, dans le palais, où c'était vraiment une sorte d'audience très, très spéciale, parce que malheureusement, il y avait énormément de parties civiles. Par contre, dès qu'on passe à la partie indemnitaire, c'est-à-dire que vaut la perte d'un enfant, que vaut la perte d'un bras, d'un œil, une amputation, ou même simplement un préjudice psychologique, là vous avez une salle d'audience beaucoup plus petite, beaucoup plus confidentielle, et vous avez très très peu de journalistes. C'est-à-dire que la dimension de la justice qui va au bout du processus, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Ça veut dire les lecteurs, mais même les journalistes judiciaires, vous voyez. Donc il y a une dimension qui échappe. Tout ça pour vous dire que c'est pas vraiment étonnant, si ça échappe encore aux gens, aux justiciables lambda ou même aux gens sachants du monde de la justice en 2023, c'est pas étonnant que cette notion de œil pour œil, dent pour dent ait été mal interprétée. Mais le Rav Sachs, que nous dit-il? Il nous dit qu'en fait, cette vision de tu verses le sang, ton sang sera versé, c'est pas quelque chose de vengeur, ça indique que, nous dit le Rav Sachs, qu'il existe un lien intime entre la justice, en tant que réciprocité, et le commandement biblique, aime ton prochain comme toi-même. Le Rav Sachs dit en fait, ce sont les deux facettes de la vie morale. La première, c'est le commandement d'aimer, fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et la deuxième, c'est le commandement de rendre justice, les autres agiront envers toi comme tu agis envers eux. Et ces deux concepts, dit-il, ça sous-tend une idée qu'on semble avoir perdue depuis des siècles, celle que le monde est un endroit où Dieu souhaite un ordre, crée un ordre, mais au sein duquel l'humanité a une tendance à créer le chaos. Et là, il y a une dimension, là aussi, tout à fait extraordinaire que nous rappelle le Rav Sachs. Il nous dit que, en fait, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire ce matin au micro de Lise Gutman, ce qui intéresse le Rav Sachs, c'est pas la vision que l'homme a de Dieu, ce qu'il interprète de Dieu. Encore une fois, la question de la souffrance, on n'a pas de réponse. Par contre, ce qui intéresse, c'est comment l'homme, dans toute sa liberté, son libre arbitre, se pose face à Dieu. Ce qui intéresse le Rav Sachs, il a écrit aussi un très beau livre là-dessus, qui s'appelle The Great Partnership, le grand partenariat entre Dieu et l'homme. Et comment on le voit dans le texte de la Torah, on le voit de manière édifiante. La construction du monde, en quelque sorte, la création du monde, c'est une trentaine de versets dans la Genèse, pas plus. Alors c'est très lapidaire, il faut rentrer dans les commentaires, il a créé le jour, la nuit, les animaux, etc. Mais c'est une trentaine de versets. Quand il s'agit de créer un lieu, un espace où Dieu va résider dans le monde, ce qu'on appelle le tabernacle, le temple, là vous avez des centaines de versets qui s'étalent sur plusieurs livres de la Torah. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire, mais voilà, c'est la construction de ce qu'on appelle le Mishkan. Et là, on rentre dans moult détails. Et donc le Rav Sachs pose cette question, c'est étonnant. On aurait souhaité une vision peut-être plus métaphysique du monde, où Dieu, où on s'interroge sur ce qui est derrière l'idée de Dieu, etc. Et en réalité, il nous dit que l'être juif, c'est pas tellement ça qui l'intéresse, c'est-à-dire même si effectivement il y a énormément de commentaires, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que Dieu attend de l'homme, et il attend que l'homme soit son partenaire sur terre, et construise aussi, c'est comme si, à travers le fait de construire ce temple, eh bien, les hommes recréaient, en quelque sorte, à l'image de Dieu, comme dit ce passage de la section de Noir, il recrée sur Terre tout ce processus donc, de création que
que Dieu a voulu. Alors, je vais terminer. Donc, on reprend. On va terminer le voyage. Bon, on pourrait passer des jours et plus que ça à rentrer dans la vision du Rav Saks. Mais en tout cas, je voulais vous donner des axes très lumineux de sa pensée. Donc, il y a la dimension de l'écoute, d'abord, qui est une vision intime de l'homme par rapport à Dieu. Et dans une vision plus sociétale, il y a donc la vision de la justice en tant que réciprocité et pour échapper à la vengeance. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, la question c'est, au-delà de la victime, c'est que si la victime arrive à échapper à la violence et souhaite que la justice soit rendue comme étant une réciprocité, quid de celui qui est en face de la victime, c'est-à-dire l'auteur de la personne donc, qui a causé tous ces préjudices à la victime. Et là, le Rav Saks, encore une fois, rappelle un verset du prophète Ézéchiel, qui encore une fois interpelle Dieu, parce qu'il dit, d'ailleurs la fille du Rav Saks a dit très joliment, au moment de l'enterrement de son père au cimetière, elle a dit que si elle devait retenir quelque chose de l'éducation que son père leur avait donnée, c'était qu'il fallait défier Dieu. Mais il fallait défier Dieu sur un terrain qui était humain, pas sur des questions qu'on ne pouvait pas appréhender. Et donc, il cite notamment donc, le prophète Ézéchiel qui dit « Echafotz erpotz mot racha, neum Adonai Adonai, allo beshuvo midrachav vechaya. » Est-ce que je souhaite la mort du méchant? Ne préférerais-tu pas qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive? Et donc, il dit que, en fait, la dimension de la justice voulue par la Torah, c'est une dimension qui non seulement va permettre à la victime de transfigurer sa souffrance, mais aussi au coupable d'être en quelque sorte réhabilité, pour échapper précisément au cycle de la vengeance. Alors là, il va parler de la justice pénale, qui est à la recherche de concepts, la justice pénale contemporaine, qui passe du personnel à l'impersonnel, de la vengeance à un processus légal, un droit dont le fait glorieux qu'il soit impartial, en traitant tout le monde équitablement, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible. Et cette idée, elle est si profonde qu'elle mène à cette scène incroyable de Abraham, qui était un des grands avocats de la Torah. Vous savez, au moment de l'annonce de la chute de Sodome et Gomorrhe, qui est une ville absolument pervertie, je pense que tout le monde connaît cet épisode-là, il y a Abraham qui va se poser face à Dieu et il va lui dire « Chalila lecha ma'asot kadavarazé la'amin tzadik imracha ve'aya katzadik karacha chalila lach ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat » Il va lui dire « Loin de toi d'agir ainsi, tu vas frapper l'innocent avec les coupables, les traitant tous les deux de la même façon. Celui qui juge toute la terre serait-il un juge inique ?» Et après avoir plaidé la cause de cette ville de Sodome et Gomorrhe pied à pied face à Dieu, il va dire aussi, il va revenir à une posture, il était d'ailleurs toujours, mais posture très humble, il va dire « Vayan Avraham vayomer, inena oalti ledaber, el va Adonai va nochi afar vaefer. » Je suis cendre et je suis poussière. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Micha, mais ce qui est très intéressant, et c'est ce sur quoi veut nous éclairer cette troisième dimension de la transfiguration de la souffrance, mais du côté du coupable, c'est que, en fait, il y a une sorte d'humanité qu'il ne faut pas oublier, même du côté du coupable, et lui offrir la possibilité d'être sauvé. C'est ça que dit Abraham. Il dit, il n'y a pas de décision comme ça, lapidaire, définitive, où on accuse quelqu'un. Il faut toujours essayer de le sauver ou qu'il puisse se sauver lui-même. Et le Rav Saks, lui, ce qu'il dit, il dit que ce qui est très, très, très important, c'est que tous les membres d'une communauté sociale puissent intérioriser la loi. Et que ce à quoi nous invite la Torah,
c'est à une vision de la justice qui donc échappe à la vengeance, mais qui est une justice, ce qu'on appelle aujourd'hui la justice restaurative, une justice réparatrice, et qui permet en quelque sorte de mettre face à face la personne qui est victime, le coupable, en leur permettant en quelque sorte quasiment de se comprendre pour que précisément la justice passe avec plus de fluidité en quelque sorte. Et il dit que ce chemin-là, en tout cas cette vision-là de la transfiguration de la souffrance, et je terminerai par ça, et je vous ferai, avant d'introduire Micha, une aparté un peu plus sociétale sur mon métier. Il dit que celui qui a véritablement réussi, une des figures bibliques qui a réussi cette transfiguration de la souffrance, c'est le patriarche qui a le plus souffert. C'est Jacob. Jacob, il a une vie difficile, émaillée de beaucoup de conflits au sein de sa famille, au sein de ses femmes. Il a dû fuir la maison de son père, il a dû affronter son frère Ésaü et son beau-père Lavan, et sa fille Dina a été violée. Donc il a eu une vie vraiment émaillée de beaucoup de souffrances. Et il dit que l'exemple de Jacob, vous savez, dans le moment de la lutte avec l'ange qui devient Israël, c'est véritablement ce chemin, en fait, dans cette traversée de la souffrance et de sa transfiguration qui doit advenir. Il dit que l'être juif, c'est-à-dire que quand on a fait ce chemin-là, vous voyez, et j'en aurais terminé, avec essayer de comprendre ce qui nous arrive, mais pas dans la dimension de pourquoi ça m'arrive, mais dans le fait d'établir un dialogue intime avec Dieu, puis d'arriver à une forme d'acceptation de l'autre qui est de l'ordre de la vision de la justice dans la réciprocité. Et le troisième niveau, c'est l'acceptation du réel, tel qu'il s'offre à soi, mais avec une vision transfigurée. Et l'ange dit à Jacob, Vayomer lo Yaakov yamer od shimcha, ki im Israël, ki sarita im Elohim, ve'im anashim vatuchan. Et ça c'est très beau, il dit c'est ça l'ambition de l'être juif au monde. Je vous fais la traduction. Jacob ne sera plus désormais ton nom, donc c'est ce que dit l'ange à la fin de cette nuit de lutte, mais bien Israël, car tu as jouté, tu t'es battu contre les puissances célestes et les puissances humaines, et tu es resté fort et tu es resté debout. D'ailleurs, il me semble que c'est un encouragement que disent beaucoup de psychanalystes où on tient debout, voilà, de tenir debout. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Jacob a pu devenir Israël parce qu'il a réussi à rentrer en dialogue avec Dieu, cette dimension de l'écoute. D'ailleurs, le schéma Israël, c'est la phrase que dit Jacob à ses fils au moment de mourir, et qu'il a réussi aussi à ajouter, à se confronter aux hommes et en transfigurant ses souffrances. Et donc voilà, c'est vraiment juste une petite vision du Rav Sachs, mais vous voyez à quel point c'est très intéressant parce qu'il arrive à nous rendre lisibles des notions très complexes et en nous partant du texte simple et en nous faisant redécouvrir le texte. Et c'est ça qui est vraiment passionnant chez le Rav Sachs et que j'avais pas vu avant dans d'autres commentaires. Voilà. Maintenant, pour revenir à mon métier d'avocat, et j'en aurai terminé en 2 minutes, et je vais demander à Micha de rebondir là-dessus. Donc, on voit que l'ambition du Rav Sachs, c'est de nous aider à sortir de cette posture victimaire, à transfigurer la souffrance. Aujourd'hui, ce qui agite en fait le monde de la justice, mais Alain Suffren, magistrat en face de moi, en parlera certainement beaucoup mieux que moi, c'est qu'aujourd'hui, en quelque sorte, si on veut caricaturer, si on dit « puisque je souffre, alors c'est une preuve ». C'est-à-dire que la souffrance en soi de la victime, elle devrait correspondre à la réalité d'une infraction. Or, vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'il souffre que ça va permettre de qualifier la réalité d'une infraction. Et
notamment par rapport à cette dimension de justice restaurative, qui est une dimension très intéressante, où effectivement on part du principe que la justice ne peut pas tout, que l'espace du procès, notamment du procès pénal, ne permet pas de réparer la personne, on le voit d'ailleurs, hein, la dimension cathartique du procès, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas, ça laisse souvent beaucoup de frustration aux justiciables. Le temps de la justice est de manière, n'est pas corrélé au chemin de réparation de la souffrance. Et d'ailleurs c'est intéressant aussi de voir que parfois les gens ont attendu beaucoup le procès, et que entre le moment où ils ont porté plainte et que oui, la procédure est engagée et qu'un procès va pouvoir se tenir, ils se réparent, et parfois le procès les replonge dans les affres auxquels précisément ils voulaient échapper. Et donc la question aujourd'hui, c'est précisément donc, la question de l'efficacité de cette justice, et qui est notamment posée par les questions de la prescription. La prescription, c'est de savoir à partir de jusqu'à quand on peut saisir la justice. Par exemple, dans l'affaire des plaignants de l'affaire PPDA, c'est la question de la prescription qui se pose. Elles ne peuvent plus saisir. Donc, c'est en quelque sorte un tribunal médiatique. C'est bien, c'est pas bien, on pourra en discuter. Mais aujourd'hui, et je te passe tout de suite la parole, Micha, c'est qu'aujourd'hui, dans la justice, depuis notamment la découverte de l'ADN, mais beaucoup de la notion de mémoire traumatique, des violences psychologiques, toute la partie psychosomatique, psychopathologique, vient s'inviter dans le procès pénal et devient une preuve. À tel point que, quand on fait croire souvent aux victimes qu'elles ne pourront pas guérir sans un procès, sans une judiciarisation. Ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Puisque la justice n'épouse pas forcément le temps de la réparation. Et est-ce que d'ailleurs l'espace judiciaire est le lieu de la réparation? C'est une question en soi. Et si on rappelle aujourd'hui la dimension de la justice en France, c'est une justice, notamment la justice pénale, c'est juger un homme, se prononcer sur la culpabilité, se prononcer sur la peine, mais pas forcément prendre en compte la victime. Or, aujourd'hui, la victime a pris de plus en plus de place dans le procès pénal. C'est devenu vraiment des justiciables agissants. Ils font partie du procès, alors qu'avant, c'était les parents pauvres de la procédure pénale. Ils peuvent faire des demandes d'actes, de confrontation, d'expertise, interjeter appel d'ordonnance, etc. Et donc, pour certains, aujourd'hui, la justice est prise en otage par les victimes, par celles-là même qu'elle doit défendre, parce que ces mêmes victimes attendent de la justice ce qu'elle ne peut pas leur offrir, c'est-à-dire cet espace de transfiguration et de réparation. Donc, sur cette question, je te passe la parole, Michel. J'ai peut-être des questions sur ton... On fera non après, voilà. C'est sûr? Ouais. Bon, bonjour à tous. Merci Judith de m'avoir invité à ce sujet auquel je ne connais rien. Ben oui, parce que Judith m'a pris au piège. On a parlé de Jonathan Sacks un jour, parce que un ami a mis ma photo à côté de Jonathan Sacks, André Djaoui. Et j'étais très honoré et en même temps très honteux, parce que évidemment je n'arrive pas à la cheville de ce grand homme. Et quand on a parlé de Jonathan Sacks, j'ai pensé à mon ami Raphaël Drey, parce que peut-être pas justement, mais je les associe tous les deux. Parce qu'à travers tout ce que tu dis, au fond, ce qui ressort pour moi et qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qu'un grand homme. Jonathan Sacks, visiblement, est un grand homme, Raphaël l'était aussi. Et au fond, qu'est-ce que c'est? Et là, je rejoins Moïse, parce que Abraham, etc. Parce que tu ouvres tellement d'âge, je ne sais pas quoi répondre, honnêtement. Si ce n'est à la question de la vie. Tu parlais du schéma à propos des obsèques de Marie Grindel. Écoute, tu parlais de la réciprocité. Écoute, effectivement, engage une réciprocité, engage une altérité, et engage donc une distance, effectivement. Une distance entre soi et l'autre. Donc, la question de l'amour du prochain se pose. Est-ce qu'il y a une distance entre soi et l'autre? Est-ce qu'il y a une altérité? En tout cas, dans le christianisme, on se pose la question. Qu'est-ce que c'est devenu dans le judaïsme? La question de l'amour de l'autre. Chez Lévinas, je trouve que c'est un peu ambigu, d'ailleurs, ou c'est devenu un peu ambigu, en tout cas dans les interprétations qu'on en fait.
Et puis, moi, j'aime bien rappeler... j'aime bien rappeler, c'est peut-être faux, mais en tout cas, l'origine du mot schéma, en tout cas, les associations que je fais autour du mot schéma. Il y a Shem, le nom. Il y a Sham, là-bas. Et puis, il y a schéma. C'est un peu la séquence que moi, je me représente. C'est-à-dire que pour écouter, il faut une distance, justement. Hein. Il ne faut pas s'incarner. La question de la victime, c'est le risque, effectivement, qu'elle s'incarne dans la victime, qu'elle s'incarne dans une identité. Hein. C'est bien le propre du traumatisme, d'ailleurs. Hein. L'emprise, la déshumanisation, la chosification, effectivement, qui est opérée en général par l'agresseur, ou par celui qui a une emprise sur le psychique de l'autre, sur l'autre et sur le psychique de l'autre, c'est effectivement introduire une sorte de confusion entre soi et l'autre, entre la victime et le bourreau, entre qui est responsable de ce qui se passe. On le voit dans les cas d'inceste, par exemple. On peut reprendre l'affaire Duhamel. On peut reparler, c'est public ou... Ouais, voilà, ouais. L'affaire Duhamel, effectivement. Je crois qu'il y a une question de honte, beaucoup plus que de culpabilité, qui est en jeu dans ces histoires. Hein. Et le risque, effectivement, c'est l'incarnation dans une identité. Et dans une identité qui pose la question du narcissisme. Hein. Et c'est en ça que écoute est on pourrait dire, une entame du narcissisme, à la fois de la part de celui qui écoute, y compris le psychanalyste, et du patient. Hein. Il y a une distance, il y a une non-incarnation. Porter un nom, c'est se porter vers un nom. Hein. Ça n'est pas une incarnation loïque. Hein. Donc, tu choisiras la vie est une injonction. Et au fond, moi, s'il y avait une définition de la psychanalyse, ou d'un but de la psychanalyse, bien qu'on se défende d'avoir des buts à la place du patient, mais si on peut se parler à soi-même, j'aime bien, moi, cette définition qui serait transformer la compulsion de répétition et le mortifère en force de vie. Hein. Il ne faut pas oublier la question de la compulsion de répétition. Hein. Donc, quand on est victime, quand on est traumatisé, on a tendance à répéter, pas seulement mentalement ce qui s'est passé, etc., mais on peut être tenté de répéter le traumatisme, ne serait-ce que pour essayer de dénouer ce qui s'est passé, de dénouer, de donner un sens. Là, on rejoint Jonathan Sachs sur donner un sens. Je pars un peu dans tous les sens, hein, je m'exprime. Voilà. Tout ça pour dire que et tu choisiras la vie. Je pensais que Sachs et Raphaël Drey, au fond, étaient chevillés à une éthique. Je crois que tu l'as rappelé dans ton émission, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas pu l'écouter, mais à une éthique de vérité, à une éthique d'élévation intellectuelle, à une éthique de responsabilité, et moi j'aime bien ce mot de liberté responsable, une éthique de liberté responsable. C'est-à-dire, au fond aussi, d'assumer l'ambivalence. J'aime bien rappeler aussi, puisque tu parlais de la différence entre écouter et voir, hein, c'est la capacité de renoncer aux perceptions immédiates, de renoncer à la jouissance immédiate, de comprendre tout de suite, de se donner une image totalisante, résolutive, synthétique tout de suite de la réalité, qui est souvent une façon, au fond, de projeter sur la réalité quelque chose qu'on veut, hein, quelque chose qui nous fait plaisir. Bon. Là, on rejoint la question de l'antisémitisme. Hein. L'antisémitisme, c'est effectivement tenter de garder à tout prix une intégrité narcissique, de ne pas se laisser entamer par le doute, par la question, par le manque, hein, et par l'altérité, non pas seulement de l'autre, mais de l'altérité de soi en soi. Hein. Écouter l'autre, c'est aussi effectivement voir qu'est-ce que ça nous fait. On peut écouter quelqu'un que si on arrive à faire un travail intrasubjectif sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait comprendre de ce que nous dit l'autre? Est-ce qu'on projette quelque chose sur l'autre dans ce qu'il nous dit? Ou est-ce qu'on arrive à prendre une distance entre ce qu'il dit et ce qu'on peut en comprendre et ce qu'on peut en faire et ce qu'on a envie d'entendre? Donc, voilà, je brasse un peu les choses. L'antisémitisme, c'est avant tout la difficulté de renoncer à un narcissisme plein, hein, de renoncer à accepter qu'on a une faille, qu'on a un manque. Et le juif, évidemment, qui est lui tordu d'angoisse et de rire, hein, et qui fait avec le manque, qui est passeur du manque, on pourrait dire, comme diraient certains. Hein. Alors, je reprends un peu ma casquette de psy, et autant je suis, avec encore une fois le peu que je connais,
tout à fait admiratif de Jonathan Sacks en tant que grand homme, c'est-à-dire en tant qu'intellectuel d'une rigueur extraordinaire, d'une rigueur intellectuelle extraordinaire, d'un penseur juif sur le judaïsme, dans ce que j'en connais, extrêmement rigoureux, qui est d'autant plus rigoureux qu'il confronte la pensée juive avec les autres cultures, avec les autres disciplines, comme le sait formidablement aussi Raphaël. C'est-à-dire qu'il se met au risque, non pas du dialogue, mais d'une confrontation. Mais je dirais aussi que finalement, Job ou Jacob, c'est pas seulement un dialogue, c'est il s'est confronté à Dieu. C'est une confrontation, y compris avec l'hostilité qui marque effectivement ce qu'est l'étranger. Il peut y avoir un discours que si on est l'étranger de l'autre, mais de l'autre, encore une fois, en soi. Donc il y a ce rapport à la culture, ce travail de culture. Vous allez comprendre pourquoi je passe par là. Et tu dis dans ton argument là qu'il était influencé par le psychologue, le psychanalyste, je réserve le mot psychanalyste, par Viktor Frankl. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui était Viktor Frankl? Alors, bon, je ne connais pas très bien non plus, mais il faudrait que Georges Elias Arfati, qui est lui un spécialiste de Frankl, qui est l'un des introducteurs de la logothérapie, de l'analyse existentielle en France, qui l'a traduit, etc., soit là pour mieux l'expliquer. En gros, moi, ce que j'en connais, ce que je comprends. Viktor Frankl était un enfant et un adolescent hyper intelligent. J'aime pas le mot surdoué, hyper intelligent, hyper curieux, qui s'est destiné à la psy très jeune, avant même qu'il commence ses études, et qui a contacté d'ailleurs Freud, etc., et puis qui a été déporté, et qui a su que ses parents, sa famille, sa femme aussi avaient péri dans les camps de la mort. Lui en a survécu. Bon. Et je pense, ça me fait penser d'ailleurs à Boris Cyrulnik aujourd'hui, un petit peu, qui s'en inspire aussi. Je pense qu'il s'est construit lui-même, on pourrait dire, une technique, une stratégie de survie. Quelle est-elle? Encore une fois, un peu comme Boris, que j'aime bien par ailleurs, comme homme, mais pas forcément comme si. C'est quoi sa stratégie de survie? C'est de se dire, il faut se donner une mission, il faut donner un sens à la vie, il faut se donner une raison de vivre. En tant que philosophe, en tant que rabbin, en tant que guide, en tant qu'avocat peut-être, etc., c'est formidable. C'est-à-dire effectivement essayer de donner un sens à sa vie, se donner une mission qui réponde à une responsabilité à la fois individuelle et collective. C'est une éthique à laquelle je crois qu'on pourrait tous adhérer. En tant que psy, c'est autre chose. C'est effectivement quelque chose qui ressemble un peu à de la suggestion. Tu disais tout à l'heure, il faut rester debout. C'est sûrement pas quelque chose que je dirais à un patient. C'est à propos de son problème s'il veut rester assis ou couché. Mais on peut en tout cas essayer de l'aider à comprendre en lui qu'est-ce qui fait qu'il veut se tenir debout, qu'il voudrait se tenir debout, qu'est-ce qui l'en empêche, qu'est-ce qui le gêne pour le faire, et même qu'est-ce qui peut le faire jouir de ne pas le faire. C'est un peu difficile de dire ça comme ça à une assemblée, mais ça existe. C'est-à-dire que Viktor Frankl, encore une fois, d'une certaine façon, comme Boris, s'appuie sur des concepts, encore une fois, très honorables dans d'autres champs, mais qui sont totalement inefficaces. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « tiens-toi debout, donne-toi une mission pour que ça marche ». Parce qu'évidemment, il y a l'inconscient. Alors, on va nous dire « mais oui, l'inconscient, on connaît, donc c'est pas la peine de s'y attarder. Les conflits psychiques, on connaît, c'est pas la peine de s'y attarder. Les résistances qu'on peut avoir, c'est pas la peine de s'y attarder. Le transfert, etc., etc., la sexualité infantile, on connaît, on passe au-dessus, c'est pas la peine de s'y attarder. » Et pourtant, ça marche pas comme ça. Il y a des tas de motivations inconscientes, de conflits inconscients qu'on vit, qu'on ne maîtrise pas et qui nous échappent. C'est comme la transmission, c'est comme l'identité, etc. Il y a quelque chose qui nous échappe, heureusement, et qui fait que la bonne volonté ne suffit pas et le courage ne suffit pas toujours. C'est en ça que moi je comprends très bien qu'on puisse, en tant que rabbin, en tant que philosophe, en tant qu'homme, s'appuyer sur une éthique comme celle-là, et j'encouragerai à le faire, et j'espère que je m'y appuie aussi. En même temps,
en tant que si, ça, pour moi, ça ne marche pas vraiment. Hein. Voilà, c'est un peu la réserve que j'ai, mais qui n'a rien à voir avec Jonathan Sachs en tant que tel, qui a plus à voir avec ces psychologues qui sont au fond les psychologues du bonheur, les psychologues cognitivistes, les psychologues volontaristes, positivistes, comme on dit, hein, qui marchent bien. Pourquoi ça marche bien aujourd'hui? Alors, vous dites si je dévie un peu. Il cite aussi Seligman. Hein, il cite aussi Seligman, qui est l'inventeur de la psychologie positive. oui, c'est ça. Donc, Seligman, voilà. on dirait un film de Funès. Seligman. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est facile, justement. C'est séduisant, c'est facile. On a l'impression qu'on va tout comprendre et qu'on va tout faire. On va suivre des préceptes, etc. Et on pourrait souhaiter que ça soit comme ça, mais encore une fois, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Mais c'est tentant. Et c'est vrai, et là on rejoint un petit peu peut-être la dernière question, enfin une des questions que tu as posées. On comprend pourquoi ça marche bien, parce qu'on est maintenant dans une société, au fond, j'allais dire narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire, narcissique? Ça veut dire effectivement qu'on est dans une recherche constante d'une reconnaissance. On est constamment dans une recherche d'une reconnaissance d'identité pleine, hein, qu'on reconnaisse tous nos droits. Hein. C'est pas le droit, mais c'est les droits. Hein. Et d'ailleurs, puisque je parlais du Hamel, de l'incestueux, etc., qui était magistrat, hein, je crois. Oui, magistrat. Voilà, c'est le droit pour les autres et c'est tous les droits pour moi. Hein, c'est le droit pour les autres et c'est tous les droits pour moi. Et là, je rejoins justement à cette question de l'être victime. Il y a des gens qui sont vraiment victimes. Je veux dire, on parle par exemple, on ne va pas rappeler la Shoah, etc., comment on pouvait chosification les gens. Alors, j'en reviens à Frankel. Frankel dit deux choses contradictoires. Il dit, au fond, si ceux qui ont survécu, et ça pour moi, c'est un truc qui me gêne beaucoup, ceux qui ont survécu, c'est pas forcément les plus forts, parce que les plus forts étaient dans l'action, c'est les plus faibles, parce qu'ils étaient obligés de construire un monde intérieur. Hein. Je veux dire, s'il y avait une recette pour savoir pourquoi les gens avaient survécu, pourquoi les gens n'avaient pas survécu, je crois que ça se saurait, et ça, bon, en tant que fils de déporté, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup quand il dit ça. C'est cette sorte de force de recette et de force de volonté. Voilà, ça c'est une chose. En même temps, il dit quand même, bon, il fallait de la chance. Oui. Bon, évidemment, il fallait, je ne sais pas quoi, ce qu'il fallait, mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas déterminer pourquoi certains ont survécu et d'autres n'ont pas survécu. Mais on peut comprendre pour quelqu'un qui a été caché ou quelqu'un qui a survécu, qu'il essaye de se donner des raisons pourquoi. Parce que forcément, on ne peut pas ne pas chercher des raisons pourquoi. Hein. Mais donner des réponses, c'est un peu autre chose. Donc, il y a des victimes. Encore une fois, dans cette affaire d'inceste, on voit bien comment ce garçon et cette fille étaient incestués, hein, par des parents qui usurpaient, évidemment, ou des beaux-parents, enfin, des représentants parentaux qui détenaient le droit, apparemment. Combien, effectivement, ils abusaient de leur pouvoir, et tout en faisant penser à l'enfant, effectivement, que lui-même était responsable de cela, que lui-même le désirait, hein, dans une sorte de confusion des langues, de télescopage des générations aussi, hein, et qui faisait effectivement que le psychisme de l'enfant était totalement effracté, hein, qu'il y avait une destruction dans ces cas-là d'un espace intérieur, on pourrait dire, une indifférenciation entre ce qui venait de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur, etc. Bon. Mais la question, c'est être victime et comment on peut, encore une fois, s'incarner dans l'identité de victime. Et là, on est effectivement dans un phénomène sociétal, hein, où on est dans une sorte de rivalité victimaire, hein, qui finit toujours par le fratricide, parce que la rivalité victimaire, c'est toujours penser au fond, c'est toujours annuler une dimension paternelle, la dimension de la loi. Hein. Certes, il y a la loi, certains des trucs, mais quand même, hein, j'ai subi ça, je veux une réparation de ça, etc. J'annule les différences, on le voit dans le wokisme, j'annule la réalité. La réalité, c'est celle, effectivement, qui correspond à mon désir et à mon fantasme. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette société-là? Moi, je peux répondre à ça? J'ai une idée. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on... Je pense, puisqu'on parlait de la Shoah, je pense que la Shoah, évidemment, est un bouleversement anthropologique, politique, humain, plus que considérable, absolu.
et qu'il en est sorti, y compris chez les antisémites, parce que les antisémites ne sont pas exempts pourtant d'inconscient et ne sont pas exempts donc de honte. D'ailleurs, on le voit, il y a le paradoxe de l'antisémite qui, quand il enlève un soldat israélien comme Gilad Shalit ou un juif qui n'a pas comme Ilan Halimi qui est très modeste, qui est une famille très modeste, il pense qu'il a tout de toute façon. Il ne peut pas penser qu'il n'a pas tout. Et donc il va vouloir l'échanger. Pour Gilad Shalit, c'était 1 contre 1027. Pour Ilan Halimi, c'était je ne sais pas combien il demandait. C'est-à-dire qu'au fond, il va demander quelque chose qui va survaloriser le juif, qui va lui donner une valeur infinie, pas seulement énorme, mais infinie. Ça n'a pas de bas. Et en même temps, il va se dévaloriser lui-même. Si le juif vaut 1027, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Il se dévalorise lui-même. Ce qui montre effectivement la honte, et ce qui indique effectivement qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'humiliation qui fait qu'on veut tuer l'autre, qu'on veut prendre sa place, ou qu'on veut s'y substituer en tout cas, pour acquérir ce qu'il aurait et qu'il n'a pas, ce qu'il aurait qui nous empêcherait pas seulement d'avoir, mais d'exister soi-même. Donc il y a ce sentiment de honte, d'envie et de honte qui est totalement basique, latent chez l'antisémite. Donc la honte de la Shoah, la honte... et qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Ils se sont développés des choses qui existaient déjà un peu, mais qui se sont développées, des idéologies qui se sont développées. Vous les connaissez, le déconstructivisme, le postmodernisme, etc., etc., qui font effectivement que la réalité, il fallait la mettre de côté, parce que la réalité était insupportable, même pour ceux qui ont réalisé le crime, ou qui l'ont soutenu, ou qui y ont collaboré. Et donc il faut changer la réalité, il faut que la réalité soit effectivement comme elle est, ce qui change notre propre réalité. C'est développé à partir de là, et les intellectuels français en échange avec les universités américaines, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ont été en tête de file un petit peu de ces mouvements-là. Et donc c'est développé effectivement toute une idéologie, on pourrait dire, identitariste, sous deux formes apparemment, sous deux versions apparemment opposées. Il y a ceux qui revendiquent une identité pleine, je suis ça, je suis ça, je suis ça, et les autres me gênent pour être tout ça. Et puis il y a ceux qu'on a vus plutôt à l'extrême gauche ces dernières années, qui disent non, il n'y a pas d'identité, parler d'identité, c'est du fascisme, c'est du racisme. Et au fond, on voit que ces deux versions apparemment opposées sont deux versions d'une même problématique, c'est-à-dire d'une identité pleine, autant la pureté d'un côté que l'identité pleine de l'autre, et la pureté qui est on n'est rien, c'est-à-dire qu'on est tout et tout est possible. On le voit d'ailleurs dans la question de transgenre, tout est toujours possible, et question de fluidité identitaire, tout doit rester toujours possible, donc on est tout. Et c'est développé effectivement une série de minorités tyranniques qui veulent peser sur le droit. Là, je te renvoie un peu là-bas, qui veulent, c'est-à-dire les indigénistes, les transgenristes, les antiracistes racialisés, ou racialistes, les néo-féministes, macartistes, etc. Toutes ces identités se réclament effectivement d'une identité pleine, devant avoir tous les droits, demandant réparation, de quoi, on ne sait pas toujours, mais réparation de quelque chose qui manque, d'une faille qui est existentielle. Et comme par hasard, ces minorités se coagulent les unes aux autres. On se demande des fois qu'est-ce qu'elles ont à faire les unes avec les autres. Par exemple, des transgenres qui vont manifester avec le Hamas. On a vu ça à Paris, alors qu'ils sont tués eux-mêmes, ils sont exterminés là-bas à Gaza, etc. Voilà, les minorités, il y a une sorte d'identité, de coagulation narcissique des tyrannies, probablement avant qu'ils s'éliminent les uns les autres. D'ailleurs, c'est le fratricide quand il n'y a plus de loi et de loi transcendante et de père, etc. Voilà, donc un petit tour d'horizon sur, je ne sais pas si ça a un rapport plus avec la loi qu'avec la justice, en tout cas dont je parle. Voilà, mais peut-être qu'il faut laisser la place aux je vais laisser la parole juste sur une question importante qui énerve la justice, Micha, très importante. C'est la question de l'amnésie traumatique, qui permet de repousser précisément le délai de prescription. Alors tu as les pour et tu as les contre. Les contre disent qu'on fait des gens qui se prévalent de l'amnésie traumatique
un peu comme dans l'affaire du Hamel. D'ailleurs, c'est pas la victime directe qui en a parlé, c'est sa sœur. Ouais, Mais en disant que l'amnésie traumatique va faire de la victime une sorte de victime perpétuelle, à tel point que tu as des tenants de dire qu'il faudrait que ces crimes sexuels soient des crimes imprescriptibles, comme la Shoah. Donc c'est très extrême. Et les autres qui disent, bah non, regardez, il y a un mouvement de libération de la parole, et que la psyché étant ainsi fait, et ben, précisément, tous ces délits et ces crimes ne peuvent se révéler qu'après des années de digestion. Voilà. Comment est-ce qu'on peut articuler tout ça? Écoute, c'est le propre du traumatisme, que le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Il n'y a pas de temporalité. Et il n'y a pas de temporalité parce que, au fond, le traumatisme, l'événement traumatique, en tout cas qui est vécu comme traumatique, parce qu'il y a des événements dont on peut dire qui sont vraiment traumatiques, et d'autres qui sont vécus comme traumatiques. L'événement traumatique va être introjecté dans le psychisme, mais ne pourra pas être symbolisé, parce qu'il fait effraction. Bon, encore une fois, il y a la Shoah, évidemment, il y a quelque chose qui était impossible à se représenter, à métaboliser, et puis il y a les cas d'inceste dont je parle, mais il y a plein d'autres cas, évidemment. L'enfant ne peut pas élaborer, ne peut pas symboliser, ne peut pas se représenter ce qui lui arrive. Il y a une confusion des langues entre la tendresse, la sexualité, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'événement traumatique va être incorporé comme un corps étranger dans une partie du psychisme. Soit ensuite, il va envahir tout le psychisme sans qu'on sache d'où ça vient. Et la personne va adopter un certain nombre de symptômes, ou va être agie par un certain nombre de symptômes, la sidération, l'oubli, l'amnésie, les phobies, enfin tout ce que tu veux qui est lié au traumatisme sans qu'on sache l'origine, parce que ça va envahir tout le psychisme. Soit ça va agir en secteur, en réseau, c'est-à-dire que ça va être dans un corps du psychisme, ça va certainement agir en partie sur l'autre partie du psychisme, mais dans des dissociations, dans des clivages psychiques. Donc on peut effectivement comprendre que le temps n'existe pas, le temps d'élaboration du traumatisme n'existe pas, et que un certain travail peut aider à réduire un petit peu ce clivage, mais peut aussi ne pas le faire. Donc effectivement, l'amnésie traumatique, ça existe, ou le déni traumatique, ça existe, même si on n'a pas oublié l'événement, on peut profondément le dénier, le laisser de côté, bien qu'il nous agisse malgré nous. Et pour comprendre un petit peu qu'on ne sait pas toujours quoi faire, et qu'est-ce qu'il faut faire, on a souvent dit aux déportés que c'était bien qu'ils parlent, qu'il fallait qu'ils parlent, que c'était cathartique, que c'était etc. Que transmettre peut-être une des missions dont on parlait, c'est-à-dire effectivement réintégrer, avoir le sentiment de réintégrer le monde transsubjectif et l'espèce humaine en pouvant témoigner de ce qu'on a vécu, et que ce témoignage peut être relayé, peut être entendu, peut être compris, etc. Ça peut être une façon effectivement non pas de réduire le clivage, mais en tout cas de se sentir de nouveau appartenir au monde, ce qui n'est pas rien déjà. Mais on sait aussi que pour beaucoup, après avoir pu, on pourrait dire, adopter une stratégie de survie, comme l'a fait Primo Levi par exemple. Primo Levi a transmis l'expérience concentrationnaire, mais il l'a fait de façon particulière, de façon très pédagogique et presque rationalisante. Ça a tenu tout ce temps-là. À partir du moment où il a commencé à subjectiver son expérience, pas directement d'ailleurs, mais en traduisant par exemple les poèmes de Kafka, il a craqué. Bettelheim, tant qu'il s'est occupé des enfants autistes, qu'il avait une fonction, etc., il a tenu le coup. Dès qu'il s'est, au fond, trouvé confronté à lui-même, il s'est suicidé. Bon. Pour d'autres, ça a été le contraire. Au contraire, pour d'autres, parler, dire, écrire, ça a été un étayage important pour survivre et vivre en partie, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette, mais que l'amnésie peut exister, le déni peut exister, le clivage peut exister. Quelquefois, vaut mieux qu'il existe. Moi, je me souviens, il y a quelques années, une collègue de Sainte-Anne m'a appelé parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait pour un monsieur déjà âgé, qui avait tout pour aller bien et qui d'un seul coup était tombé dans un état mélancolique incompréhensible pour tout le monde, pour la famille, pour les médecins, etc. Et donc j'ai été le voir,
Et il se trouve que, tout à fait par hasard, je ne savais pas au départ, je connaissais un peu la famille. Au fond, il avait écrit, sur l'insistance de ses enfants depuis très longtemps, ses enfants lui avaient demandé de raconter sa vie. Il avait été déporté, mais ensuite il avait eu une vie tout à fait pleine de succès, à la fois professionnelle, familiale, etc. Tout se passait bien, tout semblait très bien. Bon, et finalement, à la retraite, il a transmis son affaire, etc., à ses enfants. Pour hommes et pour dames, lui, c'était confection pour les deux, donc c'était une réussite. Il a accepté, avec l'aide d'un journaliste, de faire ce livre et de raconter sa vie. Une fois que le bouquin est sorti, il est tombé dans cette mélancolie. C'est-à-dire qu'il avait eu besoin, au fond, de garder ce clivage-là, pour vivre, pour survivre et même pour vivre. À partir du moment où il a été amené à raconter, il a été amené donc à penser, il a été amené à avoir des réminiscences, donc à subjectiver son expérience en la transmettant, il a craqué. Donc voilà, il faut être prudent. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a pas de recette. Je le dis à Victor Frankel et à Boris Cyrulnik aussi. Merci Micha, merci beaucoup. Si vous avez des questions, oui. Je pense à Oui, si vous avez quelques questions. Oui. Vous allez nous traumatiser si vous posez des Voilà. questions. On va poser une question. Maurice. On va poser une question. J'ai entendu parler de différentes choses, je vais les dire un petit peu comme ça vient pêle-mêle. On va parler de politique de l'espoir et politique de la peur. Hein, et de la victime, de se victimiser. Mais en fait, pour être victime, il faut qu'il y ait une injustice, il faut qu'il y ait une cause. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Et finalement, ceux qui ont peur, en fait, ils auraient peur, ils ont peur donc de nous, ils ont peur du juif, mais pour qui nous prennent-ils? Au lieu d'être placés comme victimes, il faut peut-être se poser la question de ce qu'ils pensent, eux, de nous, pour nous mettre en position de victime. Et puis, un petit détail qui m'est apparu, c'est que aime ton prochain comme toi-même, c'est être Bene Amecha, c'est au sein du même peuple. Donc il y a ici une ligne de séparation entre le peuple et le non-peuple. Donc on peut tout à fait effectivement concevoir le prochain comme même à l'intérieur du peuple, signé par l'Alliance en quelque sorte, mais pour les autres, qui nous reprochent quelque chose de laquelle on est victime. Ça n'a pas de sens pour moi. Il manque un élément. Il manque l'élément hors juif, hors peuple. On réfléchit toujours par rapport à nous, mais il faut essayer aussi de savoir pourquoi les autres sont antisémites, pourquoi on leur fait peur. Moi, je pose une question en tant que citoyen israélien. J'ai été abasourdi par ce qui s'est passé dans le village de Hawaré il y a ça quelques semaines, où des colons israéliens sont descendus et ont fait ce que la presse israélienne a appelé un pogrom. Je pense que certaines presses. Une certaine presse, tout à fait. Et je me pose la question de savoir comment peut-on, est-ce que nous risquons d'être mis en miroir dans notre situation, dans les situations victimaires qu'on a vécues, pour tout d'un coup vouloir, pour éviter à cette relation miroir, tout d'un coup camper le rôle de celui qui nous a mis dans cette situation victime. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est clair. Mais... Je ne sais pas, je suis dans la situation de mots. Écoute, tout en n'étant pas d'accord avec ce qui s'est passé, je trouve que les comparaisons sont insupportables. Je sais. Bon, c'était ni un pogrom. Arrête ce matin, je crois, à comparer ce
qui s'est passé dans ce village avec la nuit de cristal. Donc je pense qu'il faut arrêter le délire et le masochisme aussi. Voilà. De plus, tout en condamnant encore une fois ce qui s'est passé, qui n'est pas aussi important que ce qui a été décrit. Hein. On sait qu'il y a eu des fausses photos, des photos de cases de voitures qui ont été transmises à la place de la réalité. Mais c'est pas un peuple qui a fait ça. D'ailleurs, le peuple a condamné. Hein, tout le monde a condamné. Donc on n'est pas en miroir. On n'est pas un miroir d'un peuple qui nous a exterminés en 40, parce que le peuple était derrière, etc. Comme, je le dis, hein, comme les Palestiniens veulent aussi nous exterminer et donnent des bonbons aux enfants, etc. parce qu'il y a un juif de mort. Voilà, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est pas un peuple qui fait ça. Donc on n'est pas en miroir. Ça ne veut pas dire, il ne s'agit pas de nous angéliser, nous idéaliser et dire qu'on risque jamais de faire des choses comme ça. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Et on résiste à ça dans l'ensemble. Donc je crois qu'il faut faire attention. Maintenant, si tu parles alors d'un concept psychanalytique qui s'appelle l'identification à l'agresseur, hein, c'est-à-dire effectivement que des individus peuvent s'identifier à ceux qui les persécutent imaginairement ou dans la réalité, et d'une certaine façon peuvent s'identifier à eux et adopter leur comportement. C'est évidemment un comportement pathologique qui a plus à voir avec, justement, à ce que je disais tout à l'heure, une sorte de confusion